Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce lundi matin, 2h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission tous les matins donc sur Radio Espace, rediffusée évidemment le soir sur Suite FM Guinée sous les coups de 18h. Vous êtes sur Espace TV, juste après le 22h, vous avez accès à cette émission. De moins, pour nous joindre, soit vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de nous envoyer des SMS via ce numéro de téléphone GGO 8037. Sinon, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons essayer de prendre tout ça en compte. Voilà, pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Les GG, c'est l'actualité. On aborde là-dessus dans un instant. Bonjour, Ahmed. Bonjour, Lamine. Bonjour, Tamba. Bonjour, Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà, Roby, bonjour. Bonjour. Voilà. Trop d'exactions la nuit. Ouais. Trop d'exactions, trop de plaintes. Ouais. Les jeunes qui se plaignent. Qu'est-ce qui se passe ? On en parle tous les jours. Moi, je reçois tout le temps des plaintes. C'est devenu une habitude chez les forces de l'ordre de dépouiller les gens dans la nuit. On va continuer à en parler parce que ça continue. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être interpeller là-dessus le ministre des Droits de l'Homme. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Les forces de l'ordre, normalement, la nuit, c'est pour assurer la sécurité des gens. On ne peut pas empêcher aux citoyens guinéens de circuler la nuit, c'est pas possible. Mais je vous dis ici dans ce studio, on dépouille les gens de leur téléphone, de leur argent lorsqu'ils sont arrêtés dans les barrages. On violente d'autres personnes. C'est devenu très récurrent. Les gens sont fatigués de ces actes pareils. C'est pas parce qu'il y a des barrages la nuit qu'on doit plus circuler. Les grandes gueules. C'est pas parce qu'on a demandé aux gendarmes de sortir la nuit qu'il faut se permettre tout. Arrêter les gens, leur demander les cartes d'identité, les dépouiller de leur téléphone, de leur argent. Je trouve que c'est pas normal. Il faut interpeller les autorités sur cette question-là. C'est très important. Je demande au ministre des Droits de l'Homme d'être très poignant sur cette question-là parce que les gens commencent à en avoir sérieusement marre. Voilà, allez Ahmed, on va s'intéresser à l'actualité. Le président rencontre donc la presse ce mardi, dit-on, parce que c'est un communiqué de la présidente de la République. Effectivement, le président doit donc rencontrer la presse. Je pense qu'il en a besoin et tout le monde a besoin aussi de rencontrer le président de la République, surtout la presse, pour savoir exactement ce qui se passe. Mais ce que je souhaite, il ne faudrait pas que ce soit des rencontres unidirectionnelles où c'est le président de la République qui parle et les questions qu'on pose ne sont pas vraiment auxquelles les populations s'attendent. Je pense que le peuple veut poser réellement des questions et c'est à nous de poser ces questions au président de la République parce que c'est nous qui avons la possibilité de rencontrer le président de la République et de lui poser toutes ces questions. Donc je pense qu'il faut laisser la latitude aux journalistes, j'ai dit bien aux journalistes et aux vrais journalistes, de pouvoir poser les questions qu'il faut au président de la République. Attention Ahmed, non. Qu'est-ce que tu appelles vrai journaliste? Ce que j'appelle vrai journaliste, il ne faut pas qu'on aille choisir des gens tout simplement qui posent des questions que peut-être le bureau de presse de la présidence veut. Quand je dis des vrais journalistes, qu'on laisse les journalistes, qu'on leur laisse la latitude de poser des questions qui fâchent, les questions qui fâchent et les questions qui méritent d'être posées. Mais si ce n'est pas ces questions-là, je pense que ça n'a pas de sens. Alors on peut rester à la maison tout simplement et suivre la déclaration du président de la République. Moi, je suis entièrement d'accord avec Ahmed qu'on demande au bureau de presse cette fois-ci de lever la bride sur la bouche des journalistes qui seront à cette conférence de presse parce que le communiqué est déjà clair, c'est pour parler d'Ebola mais aussi de la relance économique post-Ebola. Je pense que le chef de l'État s'est inscrit dans cette dynamique depuis la participation des 4 chefs d'État, des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano du côté de Bruxelles où il a été question de ce fameux plan Marshall qui devrait être financé par la communauté internationale pour aider à la redynamisation, à la revitalisation des économies complètement essorées par l'épidémie d'Ebola. Le bureau de presse de la présidence de la République devrait permettre aux journalistes d'aborder, comme l'a dit Ahmed, des questions qui fâchent, les questions d'actualité. Ebola, c'est de l'actualité, mais il y a plus important, parce que j'ai bien aimé le titre d'un média burkinabé, à l'occurrence le pays, qui a dit la Guinée après le virus Ebola, le virus politique. On est comme enferré jusqu'à la garde dans cette crise politique qui prend une tournure beaucoup plus grave
depuis la publication à Kindia du chronogramme des élections à venir par la CENI. Voilà. Donc je pense que le président a intérêt à se prononcer sur cette question parce qu'il y va de la paix et de l'avenir de l'intérêt de la nation. Absolument. Surtout. Continue à réagir, GG au 8037. Sinon, le numéro de téléphone 00224 657 39 13 13. Vous êtes sur Espace TV, ben voilà, il n'y a pas de problème. On continue là-dessus, mon cher Roby. Moi, je voulais axer plutôt mon interrogation ou mon inquiétude sur le choix des journalistes qui vont participer à la conférence de presse. Je ne souhaiterais pas qu'on trie sur le volet. Mais ma foi, je veux dire que le bureau de presse de la République, de la présidence de la République, ne met pas du sparadrap sur la bouche des journalistes pour leur dire écoutez, ne posez pas des questions. Je pense que c'est de la responsabilité des journalistes qui seront. Mais non, mais je veux dire, mais Ahmed, je veux dire qu'un journaliste, même si on te dit pose ce genre de questions, si tu vas à la conférence de presse, tu as. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit les vrais journalistes. Écoute-moi, je dis encore une fois, je répète. Je dis encore une fois, je répète que je pose plutôt mon inquiétude sur le fait que le bureau de presse de la présidence de la République va trier sur le volet des journalistes qui vont participer à cette conférence de presse. Mais en même temps, il faut relever la responsabilité des journalistes qui iront. Ils ont la latitude, la liberté de pouvoir poser la question qu'ils veulent parce que on ne vous met pas de la colle à la bouche. C'est ce qu'il faut. Oui, mais si. Voilà. Mais on ne peut pas vous imposer. Tamba, voilà. Mais Roby, voilà. Donc, ce qu'il y a dans cette situation, c'est quand même de rejoindre Ahmed lorsqu'il dit qu'il faudrait. Non, mais écoutez, on n'a pas tout le temps de rencontrer le président et de poser ces questions qui sont importantes. Moi, je veux parler d'Ebola. C'est vrai, c'est bien que ce média, il titre après le virus Ebola, le virus politique. C'est tout à fait normal. Je pense qu'au-delà de cela, les journalistes devraient penser à cette question épineuse de la politique qui existe. Mais en parlant d'Ebola, justement, posons-nous aujourd'hui les vraies questions. Il y a deux faits que l'on peut observer. Une résurgence de l'épidémie dans certains centres de la Basse-Côte, c'est une réalité, mais une persistance du comportement de réticence vis-à-vis des agents de lutte contre Ebola. Qu'est-ce que le président de la République va nous annoncer? Parce que finalement, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Avec les nombreuses morts que l'on a relevées, est-ce qu'il ne faille pas remettre en cause l'institution même de lutte contre Ebola, à savoir la coordination nationale de lutte contre Ebola? Il y a beaucoup de moyens qui sont en train d'être donnés à la Guinée. Beaucoup en profitent aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, je peux être tenté de penser que ceux qui luttent contre Ebola n'ont pas envie de voir Ebola partir. Ah ben oui. Et là, le président de la République doit dire quelque chose d'important. Nous devons pouvoir, les journalistes doivent pouvoir le conduire à dire des choses. Mon cher ami Tamba, c'est bien pas de partir dans les flanismes à dire ouais, il y a ci, il y a ça. Lui-même, le président, quand il organise ses conférences de presse, c'est plutôt pour blâmer les journalistes, à les humilier et à partir dans tous les sens. Il sort complètement du cadre. Disons les choses. C'est comme ça. Moussa, tu te rappelles, il invite les journalistes à les humilier. Oui. Voilà. Il a tourné en dérision. Non pas seulement la question du journaliste, mais le journaliste lui-même. Vous vous rappelez sa dernière conférence. Mais ce qui est encore grave, c'est que le président de la République, pour cette conférence-là, ce ne sera qu'une conférence de restitution. Il revient d'un forum, vous vous rappelez, depuis Bruxelles, on parle de ce plan de relance économique. Je vous assure. Ce sera une restitution, point barre. Ce ne seront pas des mesures nouvelles qu'il va nous annoncer. Il y aura encore des boutades aujourd'hui. Allez-y, il n'y aura demain. pas de nouveau, à mon avis, sous le soleil, à l'occasion de cette conférence. Vous verrez les mêmes visages, vous verrez les mêmes costumes beaucoup plus... bien lavé, bien repassé. Je vous le dis parce que à chaque fois qu'on assiste à une conférence de presse du chef de l'État, on écoute la même chose. C'est de la routine, ce sont les mêmes choses qu'on nous ramène à chaque fois. Mais pour une fois, je souhaiterais qu'il tape du poing sur la table en ce qui concerne le fonctionnement des nombreuses stratégies d'échec de la coordination de 60 jours, il y a une nouvelle stratégie. Il y a une nouvelle stratégie. Ils viennent au 15 avril. Au 15 avril, pourquoi? Ils vont l'appeler comment? Ebola, on n'en veut plus? Oui, Ebola, ça suffit. Voilà, Ebola, ça suffit. Arrêtez de nous chanter des slogans qui ne signifient rien du tout. Démontrez-nous votre capacité à agir sur le terrain. Ils n'ont aucune capacité. C'est pas possible. Dr Sakoba révèle dans son interview quelques passages très très importants sur la responsabilité de la Guinée vis-à-vis des pays voisins, des pays qui l'entourent comme le Libéria et la Sierra Leone, refusant d'être importateurs du virus Ebola dans les autres pays. Il faudrait qu'on ait au moins cet orgueil d'agir sur le terrain, mais avec toutes les mesures qu'il faut, avec tous les moyens qu'il faut.
Aujourd'hui, quand on parle d'audit de la coordination, mais c'est pour pousser ceux qui y travaillent à fournir des résultats, à démontrer au peuple de Guinée qu'il y a des actions qui sont menées. Mais si rien n'est fait à ce niveau, je pense que ça va être une conférence, voilà, face aux caméras, on pose, on essaie de donner un message très important. Mais figurez-vous bien, au niveau du bureau de presse de la présidence, c'est vrai qu'on a multiplié de bonnes initiatives. Le président ne communiquait pas du tout, vous le savez. C'est déjà très, très bien. Mais en même temps, pour une fois, quand j'ai pris part à l'une des rencontres au Palais Sécoutoria, c'est vrai, il y a quand même des journalistes qui étaient déjà choisis et qui ont posé leurs questions. Vous comprenez, c'est très... Et généralement, ça se passe, on demande aux associations. Mais si, laisse-moi placer ça. J'ai assisté aussi, Moussa. Souvent, on demande aux associations de choisir les journalistes. C'est pas le bureau de presse. Mais non, Moussa Moïse, c'est trop facile. C'est trop facile. La dernière fois, laisse-moi placer ça. La dernière fois, quand tu as eu cette rencontre avec le président, ils ont demandé à Lurtelgui de choisir. Nous, on a choisi Digui, le gars de Digui FM, comme Monument Cissé pour poser des questions. Mais non, Moussa, souffre que je te dise ça. Ça se passe comme ça. Voilà. Je souffre gravement quand vous me dites ça. Parce qu'il ne faut pas orienter. Il y a des journalistes accrédités à la présidence de la République. Lamine, je connais votre tête. Je sais toute la poigne que vous avez. Je sais le background que vous avez. Quand je vous mets en face du chef de l'État, je sais qu'il y a des choses qui peuvent sortir de votre bouche qui ne peuvent pas plaire du tout au professeur Alpha Condé. Je ne vous permettrai pas de poser votre question. Alors je choisis des journalistes qui ont fait d'une manière ou d'une autre allégeance au régime en place. Il faudrait qu'il y ait les vraies questions parce que le pays court un grave danger. Au-delà du virus Ebola, il y a ce virus politique, comme vous le dites, Abouakar Diallo. Allez, nous avons vu aussi Damantin, mon cher Djibril, bonjour. Bonjour. Voilà, on a vu Damantin aussi, vraiment se débattre un petit peu à la télévision ce week-end avec, évidemment, ce qu'on peut appeler désormais le virus politique en Guinée-Conakry, en ce qui concerne évidemment ces fameux accords, mon cher ami. Non, mais vous savez, il est très difficile. Hein. On connaît bien évidemment la faconde journalistique de ce porte-parole du gouvernement, mais il est difficile de défendre l'indéfendable. Oui, mais c'est vrai, parce que on a reçu quand même quelques mails là. Oui, il a beau être. Est-ce qu'il t'a demandé de le défendre? Non, il a dit quelque chose. Je dis. Alors, donne ton point de vue. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, Ahmed. Alors, souffre que je parle. C'est important. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment, c'est vraiment une chose difficile à défendre. Même pour Albert Damantin Camara. C'est vrai, il est dans son registre en tant que porte-parole du gouvernement. Il cherche bien évidemment à justifier le fait qu'on organise la présidentielle avant les communales. Et on l'a entendu la dernière fois. Mais ce qu'il faut dire, Lamine, c'est que les Guinéens doivent apprendre à respecter la loi. Les Guinéens doivent apprendre à lire entre les textes. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vrai, ce qui se passe, c'est la conséquence d'une situation qui passe presque inaperçue. On parle de cette CENI. Il faut quand même rappeler que le cadre institutionnel même de la CENI est biaisé dès le départ. On dit que on parle de commissaires de la République et on appelle ces commissaires de la République, les partis politiques, je veux dire, appellent ces commissaires de la République nos représentants. Je pense qu'il y a une contradiction. Quand un commissaire de la République, même issu d'une formation politique, a prêté serment, il est censé être affranchi de... Non, mais c'est pas la même chose. Mais c'est important, c'est important. Laisse-nous parler, allez-y. C'est important, parce qu'aujourd'hui, ces partis politiques considèrent ces commissaires de la République qui sont censés être affranchis de leur formation politique comme étant des envoyés spéciaux. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui explique le fait que on exige de ces commissaires, des comptes rendus. Alors que lorsque la CENI a été mise en place, lorsque les commissaires ont une fois prêté serment, ils ne sont plus censés rendre compte à leur... Allez, on va évoluer, Roby, on peut appeler ça un politique week-end, parce qu'il y a beaucoup de sorties médiatiques. Lansana Kouyaté qui allait fond là-dedans, parce que lui, selon Kouyaté, le professeur, il va faire un hold-up. En même temps, il veut rester 7 ans au pouvoir. Disons les choses. La situation se dessine clairement. La crise politique en Guinée se dessine clairement. Ce que je voudrais quand même ajouter
à ceci en parlant de la CENI. C'est vrai qu'on aime le dire, les commissaires prêtaient serment, affranchis de leur formation politique, mais en même temps... Mais qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne la sortie de Kouyaté? Oui, mais j'en viens, mais laissez-moi placer une dans ce contexte. En même temps, on aime dire ici, qualifier cette CENI de politique. Ces gens-là ont été envoyés par leur parti politique là-dedans. En même temps, la CENI fait un travail et collabore avec l'institution de la République. Moi, je veux dire que les gens s'affranchissent de leur paternité, mais en même temps, n'oubliez pas que c'est de là qu'ils sont venus. Moi, je voudrais quand même qu'on dise que... Mais non, mais attends, ce que je souhaiterais, c'est que la CENI soit plus morale. Que cette CENI soit morale du point de vue de son travail. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de travailler sous le joug de leur appartenance politique, mais il faut qu'il y ait de la morale. Mais bien, non, mais bien. Allez, je veux. Allez-y, Tamba. Voilà. Ouais. Allez-y, Tamba. Mais oui, parce que voilà. Mais non, vas-y. Mais sur la sortie de Kouyaté, quand même, justement. Justement, là, je veux en venir. Allez, les gars, on va s'écouter, s'il vous plaît. C'est très important. Je veux donc en venir à cette sortie de M. Lansana Kouyaté, qui disait que Alpha Condé avait envie de prolonger son mandat. Il voulait faire un hold-up politique et y rester. Vous savez, moi j'ai souvent pointé du doigt la responsabilité de l'opposition. Je pense que Alpha Condé a calculé, il a pesé, il a évalué cette opposition-là. Et il pense que finalement, il peut faire de celle-ci ce qu'il veut. Il y a cet argument que le pouvoir est en train de brandir. L'argument selon lequel la date de l'élection présidentielle serait constitutionnelle. Mais vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, Alpha Condé n'a pas intérêt à commander, à diriger la Guinée dans une situation d'instabilité. C'est quand même un constat avec lequel il faut convenir. Maintenant, de l'autre côté, Alpha Condé, qui imagine que cette opposition, et je parle de sa mollesse, je pense qu'Alpha Condé s'imagine que l'opposition va rester ce qu'elle a toujours été, qu'il va savoir encore la tourner dans la boue comme il voudra, et enfin, son jeu finira par aboutir. Et c'est là, justement, que l'amateurisme de cette opposition est en train de faire mal au peuple de Guinée. Bien. Elle relève, je parle de l'opposition, elle relève qu'Alpha Condé refuse de procéder aux élections communales et communautaires parce que simplement, ses représentants qui feraient son travail pourraient jouer en sa faveur lors du scrutin. C'est une observation qu'il faut concéder quand même à l'opposition d'un côté. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps? Depuis avant 2010, c'est la grosse question qu'il faut se poser, mon cher Tamba. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait mal au peuple parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. On va continuer à évidemment revenir sur, pourquoi pas, les déclarations politiques, en tout cas ce week-end. Politiquement, week-end, on peut appeler comme ça. C'est le Dalin aussi, qui a parlé. Oui, c'est le Dalin Diallo qui n'y est pas allé les mêmes mortes. C'est le Dalin Diallo qui a déclaré sur un des médias en ligne qu'il rentrait aujourd'hui de Dakar et que c'est peut-être pour chasser le procès Alpha Condé. Alors, vous comprenez jusqu'à quel niveau les discours sont en train de se redire. Effectivement. Et quand on dit qu'on rentre, c'est peut-être. Et j'ai bien aimé le fait qu'il ait mis peut-être, parce que je pense qu'il n'appartient à personne de renverser ou de chasser un régime constitutionnellement établi. Et je pense qu'il y a d'autres formes de combat qu'il faut mener. L'opposition a déjà annoncé ce qu'elle a dans son ventre. Le retrait de ces 49 députés de l'Assemblée nationale, ça c'est une forme de lutte qu'on peut accepter. La non-reconnaissance de la CENI en tant qu'organe chargé de l'organisation des élections, mais aussi l'organisation de nouvelles manifestations sur les voies et places publiques. Mais de l'autre côté, l'opposition menace d'installer des délégations spéciales parallèles. Ça, Là, je pense que ça va dans tous les sens. Je pense que la Guinée a un tournoi décisif. Moi, je pense que c'est le lieu et le moment d'interpeller la société civile. Elle doit s'élever, elle doit passer à l'action parce que l'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'action. J'étais avec Diawara du CNOX hier, je le dis, c'est important que la société civile prenne son bâton de pèlerin pour faire vraiment, pour jouer les bons offices, pour éviter que la Guinée ne s'embrase. Voilà, allez, politique week-end, on continue avec les déclarations. Il y a l'UFD aussi qui a réagi sur Guinée News, qui dit la CENI renouvelée en 2012 est restée sur la même lancée que la précédente. Sinon, pire, elle est chargée de mettre en œuvre, en tout cas, les volontés du pouvoir en place en violant la souveraineté du peuple. Et en contrepartie, le pouvoir ferme les yeux sur les graves allégations d'enrichissement illicite qui pèsent sur elle, a-t-il martelé en tout cas dans sa déclaration. Allez-y, mon cher.
Allez. Le micro n'est pas actif. Allez, dis Moussa ici là. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que l'UFD, c'est quand même un parti pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est un des rares partis à faire des propositions. Au temps de la transition, ça a été pareil. En même temps, lorsqu'il y a des critiques, il y a également des propositions de sortie de crise. Mais ce que Badiko dit est très important concernant la CENI. C'est-à-dire que dès le début, le jeu a été complètement faussé par les partis politiques eux-mêmes. Vous ne pouvez pas dire à une bouche de mordre la main qui la nourrit, c'est pas possible. Je suis d'accord avec Donc toi. il faut comprendre, cette allégeance, elle existe. Nous avons de beaux textes, Djibril Camara. Nous avons peut-être les plus beaux textes de la sous-région. Mais nous n'avons pas les textes, nous ne les appliquons pas du tout. Eh bien, ces commissaires de la CENI, ils sont autant utilisés par la mouvance présidentielle, par le pouvoir en place, et également par l'opposition. Chacun se joue d'eux. Ce que Badiko propose, si j'ai bien compris ses propos, c'est bien évidemment une autre CENI, mais qui ne soit pas à l'image de la classe politique nationale. Donc une CENI affranchie de tout cela, une CENI composée d'hommes choisis sur la base d'un certain consensus. Donc ces hommes-là, on peut les trouver, même si on allait jusqu'à désavouer un religieux dans notre pays, dans le dialogue interguinéen, mais il y a des hommes qui sont capables de cela. Il y a combien de commissaires au niveau de la CENI qui comprennent techniquement c'est quoi l'organisation des élections, qui comprennent techniquement c'est quoi le fichier électoral. Ils ont quelle expertise pour évaluer par exemple le travail de Gemalto, le travail de Wemak. Mais par quoi est-ce qu'ils passent? Parce qu'ils n'ont pas la formation qu'il faut pour cela. Ce n'est pas de leur faute, même s'ils ont une certaine bonne foi. Tout ce qu'ils peuvent critiquer, c'est que le chef de l'État reçoit quelqu'un. Mais il faut qu'on ait une CENI composée de techniciens qui savent c'est quoi le fichier électoral, qui savent comment on fait l'enrôlement, qui savent c'est possible, il faut qu'on le fasse. Mais nous avons une CENI budgétivore, une CENI aussi pyromane. Et également, l'invite qu'on doit faire au chef de l'État, c'est bien de critiquer les déclarations de Cellou, c'est aussi bien de dire au président de la République, à tous ceux qui sont normalement impliqués dans le dialogue interguinéen, de se lever, c'est le bon moment. Il faut créer un cadre de concertation maintenant. N'attendez pas que les choses s'enflamment. Allez-y. Vous avez subrepticement soulevé les menaces de l'opposition. Ce sont des menaces qu'on respecte, bien évidemment. Mais il y a des menaces auxquelles on peut faire un procès de l'inefficacité. Quand vous prenez, par exemple, la menace de l'opposition de se retirer à l'Assemblée nationale, de suspendre du moins sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une stratégie. La stratégie de la chaise vide n'a jamais payé. L'opposition s'est retirée dans un premier temps de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a empêché l'Assemblée de fonctionner? Le président en a profité. Le président en a profité pour faire passer toutes les lois organiques qu'il voulait faire passer. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Quand l'opposition dit également, on va appeler nos commissaires, ils disent nos représentants à la CENI, ce qui est un terme que moi je récuse personnellement pour des raisons que j'ai citées tantôt. Je pense que là aussi, ce n'est pas une bonne stratégie. Parce que si l'opposition décide de ne plus être associée ou de ne plus s'associer aux travaux de la CENI va continuer à travailler. Et qu'est-ce que le président va faire? Lorsque la CENI va faire tout ce que lui il veut, il va appeler les opposants pour leur dire venez, on va dialoguer, et les opposants vont être mis devant le fait accompli. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Allez, Abakar, c'est trop dur. Allez, on va y aller là-dessus. Roby, surtout la sortie de ces deux commissaires du côté de la CENI, je parle de ces deux dames. Je pense que c'est hypocrite quelque part, franchement, dans ce sens. Oui, je parle d'Adiabia et Baldé, c'est vraiment hypocrite. Attendez, vous partez à Kindia. Attendez, Roby, laisse-moi placer ça s'il te plaît. Vous partez à Kindia, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas normales, et vous restez quand même. Et puis après, vous revenez à Conakry comme par hasard, vous dites non, on a constaté ceci, on a constaté. Moi, je pense que c'était pas du tout opportun. Alors là, pas du tout. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse cette opposition? Lorsqu'elle appelle à la manifestation, on dit bah ils vont appeler à la violence. Mais pourquoi dès le départ, elle ne se sont pas retirée? Du côté de pourquoi voulez-vous qu'il se retire? Que ce sera retiré, c'est la même chose que Djibril est en train de dire tout à l'heure, que la politique de la chaise vide, ça ne marche pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que l'opposition, elle utilise les moyens qu'elle a. C'est ce qu'elle fait. Se retirer de l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale veut,
elle a qu'à continuer à travailler. C'est du rôle de l'opposition, absolument. Mais non, mais c'est une mauvaise image. Djibril, écoute, c'est une mauvaise image. C'est une très mauvaise image. C'est une très mauvaise image pour une république que lorsque le dialogue politique est en panne, qu'on empêche aux gens d'exprimer. Djibril, quand tu parles, quand tu parles, ce n'est pas dans le même contexte. Voilà. Ce n'est pas dans le même contexte aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, lorsque cette opposition appelle à la manifestation, on dit bah elle est violente, des jeunes vont mourir. Lorsque cette opposition dit qu'elle va se retirer de l'Assemblée, on dit bah la politique de la chaise vide et de la CENI, etc. On dit la politique. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Le dialogue politique est en panne. On a deux camps en face qui ne veulent pas s'entendre. Ils ont longtemps discuté. Il y a eu des projets, il y a eu des accords qui ont été signés. Personne n'a envie. Vas-y, tu peux continuer, il passe pas à l'antenne. Personne n'a envie, personne n'a envie de faire respecter ces accords-là. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui est pris en otage. C'est grave pour nous, l'heure est grave. Il faut appeler à ce que le gouvernement lâche du lest. Il faut appeler à ce que le camp en face, c'est-à-dire l'opposition, soit beaucoup plus responsable. Il faut que les deux s'entendent parce que aujourd'hui, je veux dire que les élections, certainement, sont prévues pour le 11, mais on va rentrer dans un cycle de violence tout à l'heure. On parlera plus d'élections, je suis en train de le répéter. On parlera de violence, on parlera de mort, on parlera de violation des droits de l'homme. Et c'est ce qui est grave pour la République. Lorsque Djibril me dit que ce n'est pas une piètre image pour une République que les opposants se retirent d'une Assemblée nationale, mais non, mais je veux dire que ce n'est pas dans le même contexte. Merci. Voilà. Allez, les GG continuent sur Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Les travailleurs de la société Anco 5 et leurs syndicats, en tout cas à la base, ne filent plus le bon coton, nous apprend Djibril Camara ce matin. Le premier souhaite se désaffilier de l'USTG au profit donc de CIFOG, syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. Et pourtant, l'USTG serait le syndicat élu à la base d'Anco 5 et son mandat s'achèverait qu'en décembre 2015. Alors, qu'est-ce qui explique cette brouille? C'est ce que nous essayons de comprendre ce matin avec M. Diawara, secrétaire général donc CIFOG, et Adia Mariga. Elle est inspectrice du travail du côté de Ratoma. Nous allons les appeler donc dans cette émission. Quoique, hier, du côté de Kankan, tout Kankan était en ébullition. On attendait évidemment le FAMA. Malheureusement, il n'est pas venu. Je parle du président Condé, évidemment. Lancement donc hier à grande pompe à Kankan des travaux, des chantiers du 55e anniversaire de notre indépendance. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'économie et des finances, comprenant donc des députés et hauts cadres ressortissants de la région, est sur place donc pour donner l'éclat qu'il faut à ce lancement. Quel sens et quelle portée pour cette région? C'est deux questions que nous posons ce matin. Dr Ousmane Kaba, donc député ressortissant de la région de Kankan, nous allons l'avoir ce matin chez les GG. Aussi, alors que les discours se raidissent, depuis la publication du chronogramme des élections à venir, la polémique n'arrête pas d'enfler au sujet de la question de la tenue des élections communales et communautaires. On assiste à une guerre de communication en outrance entre mouvance et opposition, chaque bord allant de son accord politique. Les élections communales ont-elles fait plutôt l'objet d'accords dans la foulée des accords du 3 juillet 2013? Grosse question ce matin. Nous allons voir Salifou Silla, l'un des facilitateurs locaux donc, du dialogue interguinéen, ce matin chez les GG. Ahmed Kamara, on va essayer de partir dans un instant avec Salifou Silla qui nous allons appeler, monsieur. Bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on appelle à la sagesse de tous aujourd'hui dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas éviter, il faut pas faire semblant de ne pas voir réellement ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Je pense que, comme on l'a dit, l'heure est grave. On n'aimerait pas tomber dans des situations comme d'autres pays. Alors, il faut avoir un bon sens, le sens de la responsabilité. Ouais. Appliquons les lois.
respectons nos lois. Il ne faudrait pas que quand c'est en votre faveur aujourd'hui, que vous ne dites rien, quand ce n'est pas en votre faveur, qu'il y ait ceci ou cela. Les accords ne doivent pas primer aujourd'hui sur nos lois. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut donner force à la loi. La loi devrait donc s'appliquer. Aujourd'hui, on nous montre un document où on dit non, il est bien écrit là-dedans qu'il y a un accord pour organiser les élections communales à telle période. On voit d'autres documents où ce n'est pas aussi inscrit là-dedans. Je pense que le peuple de Guinée n'a pas besoin de cela. On a besoin de visibilité de toutes les façons. Je pense que ce monsieur est bien placé. Il nous donnera son point de vue. Voilà, nous avons donc monsieur Salifou Silla en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, on fait recours à vous, vous qui êtes l'un des facilitateurs dans le dialogue politique interguinéen qui aboutit aux accords du 3 juillet. Alors, dites-nous dans un premier temps, est-ce que dans la foulée de la signature de ces accords du 3 juillet, est-ce qu'un accord additif avait été signé et qui fait mention spécialement de la question des élections communales? Après la signature, nous avons eu des discussions parce que le problème des élections communales avait été soulevé. Et nous nous sommes entretenus, donc tous les gens qui faisaient partie du dialogue. Et nous avons abordé ce problème des élections communales. L'opposition exigeait qu'on parle des élections communales. Et au fil de nos discussions, il s'est dégagé un consensus pour que les élections communales soient tenues à la fin du premier trimestre 2014. Et je vais rappeler, au cours de nos discussions, le ministre de l'administration du territoire de l'époque, M. Alassane Kodli, avait même dit, moi je suis même plus pressé que vous. Si maintenant qu'à moi, en un mois, je peux organiser les élections communales. Donc ce acte qui a été signé est un acte additif. Le consensus qui s'est dégagé entre ceux qui participent au dialogue, c'est ce consensus que les facilitateurs ont formalisé par ce acte que vous avez vu sous vos yeux. Nous ne l'avons pas signé clandestinement. Nous l'avons signé devant tout le monde. Et à la facilitation nationale des deux, moi-même et mon collègue Aboubakar Somparé, et à la facilitation internationale, M. Zinit avait participé aux discussions. Il a laissé le soin, parce que lui il voyageait, à son adjoint, M. Isaka, de signer par ordre. C'est ce que vous voyez. Alors il est très intéressant de poser cette question, monsieur. Beaucoup de gens disent il faut respecter les lois, les accords. Il n'y a pas de valeur, comme disait Ahmed tout à l'heure. Mais lorsque le cadre légal, lorsque le cadre légal ne résout pas le problème, évidemment qu'on passe par un consensus. Aujourd'hui, quelle est la valeur qu'il faut donner à cet accord qui a été signé? Qu'est-ce qu'on dit, cadre légal? Il y a un problème que je me pose souvent dans ce pays. La légalité veut qu'une délégation spéciale ne soit mise en place que pour 6 mois. Si on obéit à la loi, on ne peut pas transformer la délégation spéciale en règle dans un pays et le commune élu en exception. Nous sommes dans cette situation. Pourquoi on fait ce mélange d'ailleurs entre élection présidentielle et élection communale? Les élections communales auraient dû se tenir. Et ce n'est pas une impossibilité. Ouais. Voilà. Si la volonté n'est pas... Oui. Alors, cette autre question qui agite beaucoup le microcosme politique guinéen, c'est le fait que ces accords, cet accord additif n'ait pas été signé par le représentant des Nations Unies à l'époque, Serge Zinit. Expliquez-nous dans quelles circonstances il a laissé le soin à Issa Kassouna. M. Saïd Zinit, très souvent, il venait, on discutait, et quand il était ici, il était entre 2 avions, entre Dakar et Conakry. Et il est de notoriété publique dans le droit. Vous pouvez déléguer à quelqu'un le fait de signer à votre place. Et ce n'était pas la première fois que Isaka signait
il avait les pleins pouvoirs pour signer ce acte à la place de Saïd Zillit. Voilà. On ne tient pas à la personne. Vous ne voyez pas dans les ministères comment on peut signer les ministres. Voilà. Allez, donc il faut le rappeler, hein, monsieur Salifou Silla, l'un des facilitateurs locaux du dialogue interguinéen, donc en direct ce matin sur les jeux. Allez, Moussa Moïse. Monsieur Silla, en tant que facilitateur national et au regard du chronogramme rendu officiel par la Commission électorale nationale indépendante, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu violation de l'accord qui a été signé? Et aujourd'hui, comment vous vous sentez en tant que facilitateur au regard, bien entendu, de tout le courage dont vous avez fait montre pour pouvoir accoucher d'un accord pareil? Vous savez, on me dit qu'on n'a pas signé l'accord additif. Il n'avait pas à signer l'accord additif. C'est un consensus que nous avons formalisé pour que chacun sache que nous nous sommes entendus pour qu'il y ait des élections communales à la fin du premier trimestre 2014. Et vous avez vu au bas du texte qu'il y a une ampliation à toutes les parties. Ouais. En principe, si vous n'êtes pas d'accord, on vous envoie une ampliation. Vous devez relever pour dire je ne suis pas d'accord pour ce que vous avez écrit. Ça, c'est la moindre des choses dans le commerce entre les hommes. Ouais. Et je voudrais maintenant poser une question. L'accord que nous avons signé le 3 juillet 2013, est-ce que lui, il a été respecté? Pourtant, là, ils l'ont signé. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Grosse question hein, ce matin, monsieur Salifou Silla. Allez, en tant que diplomate aguerri, non, mais c'est important de poser cette question. Quand il dit que on peut faire les communales maintenant, ça veut dire quoi exactement? Quelque part, on pouvait les tenir. Alors, que valent ces accords maintenant à vos yeux? Est-ce que les accords politiques dans notre pays ont un sens, monsieur Silla? Je vais vous dire une chose. Le problème fondamental dans un pays, c'est ce que j'appelle l'esprit de loi. Le respect qu'on a, et pour les accords et pour les textes de loi. Ouais. Mais quand on s'installe dans la violation systématique du droit dans un pays, il n'est pas étonnant qu'on refuse d'obéir à des choses. Absolument. Ouais. Alors, l'autre question, parce qu'on voit beaucoup les médias aussi qui sont agités à travers les communications tenues par les différents bords. Est-ce que le fait que les représentants des différents bords de la mouvance et de l'opposition n'aient pas posé leur signature en bas de cet accord annexe, est-ce que cela enlève pour autant à cet accord son sens et sa portée? Mais je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons eu une discussion. Un consensus est dégagé. Ce que nous avons signé, c'est devant tout le monde. Ce sont les 3 facilitations qui ont signé. Et nous n'avons fait que constater ce sur quoi on s'est entendu. Vous n'avez pas besoin qu'ils signent. Quand vous obéissez à une loi, est-ce que vous signez la loi, vous? Non. Allez-y, pas du tout. Monsieur Silla, vous êtes un ancien ministre de la Justice, professeur de droit. Vous avez pendant des années enseigné dans les universités guinéennes. Question simple. Vous savez que les accords sont l'expression d'un consensus dont le respect ne repose après tout que sur la bonne foi de ceux qui l'ont signé. Ah non. Quand vous signez un accord, cela veut dire que vous vous obligez à respecter. Il est évident que, comme vous le dites vous-même, les choses s'exécutent de bonne foi. Bien. Mais quand il y a la mauvaise foi, évidemment, vous ne pouvez pas le dire. Quand vous êtes là pour vous dérober et ne pas obéir à la chose, c'est évident. Absolument. Mais ce n'est pas seulement ces accords. Regardez comment la loi est violée. Vous avez tout dernièrement une loi anticonstitutionnelle, une loi qui a été violée concernant l'institution des droits humains. La Constitution a été violée dans tous les sens. Et il s'est trouvé une Cour suprême pour cautionner ça. Ouais. Alors, c'est habituel. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, dernière question, vas-y. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Est-ce qu'on peut dire que ce chronogramme de la discorde risque d'enflammer les choses? Mais écoutez, il y a une chose, je crois qu'on doit se dire. Le respect de la loi est le premier ressort de la paix dans un pays. On ne s'amuse pas avec les règles de droit. On ne peut pas tourner dans la farine les autres. Mais il ne faut pas s'amuser. Il y a un respect qu'il faut avoir pour l'intelligence des gens. Bien.
cette histoire, c'est un argument qui ne compte pas. Ouais. Voilà. Monsieur Sylla, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons faire un saut du côté de Kankan, d'où nous attend Dr Ousmane Kaba. On s'intéresse évidemment au lancement en grande pompe hier du côté de Kankan des travaux des chantiers du 57e anniversaire. Dr Ousmane Kaba, nous allons le joindre dans l'émission. Et aussi du côté d'Anko 5, où il y a des remous. On s'intéresse aux syndicalistes ce matin. C'est M. Diawara qui nous a appelé dans la deuxième partie de l'émission. Ahmed Kamara, on a écouté M. Salif Oussila, pardon. Je pense qu'on l'a... Il n'est pas allé par quatre chemins, il a dit ce qu'il pensait de la situation puisqu'il faisait partie, il faut le signaler, des facilitateurs locaux. Et il a clairement dit, c'est un document additif. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir en place se cache derrière cela puisque ça n'a pas été signé? Parce qu'Aboubacar a bien fait de poser la question. Si c'est purement, si on peut le dire, verbal. Non. Oui, c'est il y a un accord écrit. Il est un accord signé par les trois facilitateurs. S'il vous plaît. Mais qui a été aussi, comment on appelle, dont l'ampliation a été faite à toutes les parties qui ont pris part au dialogue. Oui, voilà. je suis d'accord avec vous. Mais quand vous regardez ce document additif par rapport au premier document qui a été signé par toutes les parties, vous allez voir carrément une différence. C'est pas une raison, mais... S'il vous plaît, allez-y. Je ne dis pas que c'est la raison. Je suis en train de donner mon point de vue sur une situation. Laissez-moi donner. Après, vous aurez la parole. Vous donnerez votre point de vue. Je dis, est-ce que c'est derrière cela que se cache le pouvoir en place pour dire non, je ne reconnais pas ce document. Pour nous, ça ne fait pas partie des accords du 3 juillet. J'ai dit donc, c'est une question que je pose. Non. Alors, donc, mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il faut plutôt appeler au bon sens des uns et des autres parce qu'il faut tout simplement prendre des décisions qui peuvent amener la paix dans le pays, mais des décisions qui peuvent diviser. Je pense que la Guinée n'en a pas besoin et les Guinéens, même l'Afrique n'en a pas besoin. C'est personnel. Personnellement, je trouve que c'est totalement ignominieux. C'est même, permettez-moi l'expression, méphistophéliquement rusé que de vouloir... Non. C'est important, je vais vous dire là où nous sommes. Oui. C'est grave, la situation que nous sommes en train de vivre. Il y a eu un accord. Vous savez, quand ça vous dépasse, vous rigolez. Mais écoutez, il y a eu un accord, un premier accord. Et ensuite, il y a cet accord a dit, Ahmed, je ne te rejoins pas, malheureusement, là-dessus. Il y a eu un premier accord où tout le monde a signé. Il y a eu un additif. Cet additif-là, personnellement, à cause des nombreuses morts que nous avons connues, à cause des nombreux dégâts matériels que nous avons relevés, à cause du combat politique, même s'il n'y avait pas eu une seule signature là-dessus, à mon avis, il ne faut pas jouer avec. Pourquoi est-ce que le pouvoir se permettrait-il de dire tel n'a pas signé, ça n'a aucune valeur? Nous sommes aujourd'hui face à une situation. Cet esprit des lois dont parlait tout à l'heure M. Sylla, cet esprit des lois qui était là tout à l'heure, dont parlait M. Sylla, qui manque à la Guinée, est un élément. Mais où est-ce que ça nous a conduit? En manque total de confiance. Et aujourd'hui, nous sommes comme figés. Merci, et l'opposition et le pouvoir, on arrête de penser, on ne veut qu'agir. Et vous allez voir où ça va nous mener, devant le silence des religieux qui disent « Prions 2 jours pour les projets d'Alpha Condé ». Merci beaucoup, allez-y. Moi, je ne vais pas être long, juste pour dire qu'on ne peut pas être plus clair que M. Sylla. Pas du tout. Ça a été signé par les têtes d'affiche. C'est comme ça que je les appelle. Empiliation a été faite aux autres partis qui n'ont pas désapprouvé par écrit. Merci je pense que ça entre en vigueur. Arrêtez. C'est un faux débat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est lorsqu'on parle d'additif, il y a eu un accord qui a été signé. On parle d'additif, c'est un ajout au premier accord qui a été signé. On s'est certainement rendu compte qu'il y a des éléments qui manquaient. Et moi, ce qui me gêne surtout dans cette situation, c'est lorsque M. Sylla nous dit que le ministre de l'administration du territoire lui-même avait déclaré être pressé d'organiser le communal et que toutes les parties étaient d'accord que le communal devait être organisé avant et qu'aujourd'hui on vient nous dire, d'ailleurs des responsables haut placés, mais ils sont placés très rapidement, les responsables haut placés nous ont dit ici haut et fort qu'il n'a jamais été question d'organisation d'élections communales. Aujourd'hui, la déclaration de M. Sylla vient carrément le démentir, puisque un haut placé, c'est-à-dire en l'occurrence le ministre de l'administration du territoire lui-même avait dit être pressé d'organiser les élections communales. Donc il y a une violation de loi depuis le début. Je pense que c'est ce qui a fait intervenir l'accord. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les deux parties s'asseyent, discutent et s'entendent. Voilà. Merci beaucoup, allez-y. Vous savez, entre la raison de la loi et celle de la passion, je choisis celle de la loi.
je ne suis pas en train de cautionner la violation d'un accord. Mais je suis en train de souligner sa faiblesse par rapport au respect des engagements. Ça, c'est important. Écoutez, j'allais plutôt m'émouvoir quand si c'est une loi qui avait été violée, mais pour les accords, je ne suis pas surpris parce que nous sommes dans un pays où il y a une culture de non-respect des engagements. Je dis non, mais écoutez, merci beaucoup. C'est la violation de la loi qui a amené à l'établissement. Ce sont les violations des lois qui ont conduit à l'établissement d'un accord. Mais je ne suis pas d'accord comme on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. On marque une pause du côté de la réclame et derrière, on revient dans ce studio avec toute l'équipe. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30, donc une demi-heure à passer ensemble sur Espace TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, les travailleurs de la société Anco 5 et leurs syndicats, en tout cas à la base, ne filent plus le bon coton. Le premier souhaite se désaffilier de l'USTG au profit de SOFIG, syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. Et pourtant, l'USTG serait le syndicat élu à la base d'Anco 5 et son mandat s'achèverait qu'en décembre 2015. Qu'est-ce qui explique cette brouille? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Successivement, dans l'émission, nous allons joindre M. Diawara, secrétaire général de SOFIG, et Adjama Riga, inspectrice du travail du côté de Ratoma. Et je vais revenir sur cette information. Lancement hier en grande pompe du côté de Kankan, des travaux de chantier du 57e anniversaire de notre indépendance. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'économie et des finances, comprenant donc des députés et hauts cadres ressortissants de la région, est sur place pour donner l'éclat qu'il faut à ce lancement. Quel sens et quelle portée pour cette région? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Dr Ousmane Kaba, que nous allons entendre maintenant sur Radio Espace. Allez, on continue notre émission à Bakadalo avec les syndicalistes. Pourquoi pas? On part à Kankan. Du côté de Kankan, parce que une forte délégation, comme vous l'avez dit, une forte délégation gouvernementale est sur place pour accompagner ce lancement. Hier, le premier coup de pioche a été donné du côté de Kankan. J'ai cru comprendre qu'il y a eu de fausses alertes, de fausses rumeurs qui ont circulé toute la semaine à Kankan pour dire que le chef de l'État venait à procéder en personne à ce lancement. Mais je me suis intéressé, j'ai pu prendre le maximum de contacts. Il s'est avéré que c'était une fausse annonce. Le chef de l'État ne venait pas à Kankan. Je pense que le ministre de l'administration du territoire, Général Bourema Kondé, lui-même en personne au stade Maloumadi Keita, a reprécisé les choses. Donc c'était au bonheur des gens. Qu'est-ce qui prouve que c'était une rumeur? C'était vrai que les radios communautaires. Nous avons Dr Ousmane Kaba en direct chez le GG. Les grandes gueules. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, la région de Kankan qui va lancer en grande pompe les chantiers du 57e anniversaire. Expliquez-nous quel est le sens que cela confère à cette région, à vos yeux. Bon, à nos yeux, vous savez que Kankan, d'une manière générale, la Haute-Guinée, c'est la première région supportrice du président Alpha Condé. Et nous sommes très heureux que le tour des Kankanais, quand je parle de Kankan, il s'agit de régions administratives, c'est-à-dire Kankan, Kouroussa, Sigiri, Mandiana et Kirwani. C'est les 5 préfectures qui vont abriter la fête nationale. Et bien sûr, la fête va se passer dans la préfecture de Kankan, dans la ville de Kankan. Donc ça a beaucoup de signification parce que la population attend beaucoup d'investissements publics. Ouais. À l'image des autres régions, et toutes les populations de Nabaya espèrent qu'il y aura beaucoup d'investissements dans les équipements collectifs. C'est ça la signification réelle. Ouais. Mais que répondez-vous? Nous savons aussi que c'est l'élection présidentielle, donc on va commencer à se mobiliser là. Okay. Donc vous annoncez une couleur de campagne finalement? Mais bien sûr. Nous sommes en 2015, mon ami. Oui. En même temps, je sais une chose, parallèlement, vous allez profiter du lancement de ces travaux pour également... ça dépend. Vous allez profiter du lancement de ces travaux pour caresser un peu les frustrés, les vexés de votre parti politique parce que les mécontents sont beaucoup plus nombreux à Kankan, hein, vous le savez.
Non, pas du tout. Pourquoi Cancan particulièrement? Oui, parce que c'est une politique, il y a des mécontents. Les mécontents sont là, le parti, selon... Ça va, Alors, un descriptif, docteur Ousmane Kaba, c'est important, un descriptif des différents chantiers qui vont être réalisés dans les 5 préfectures. Bon, disons déjà, on connaît un peu la tradition des fêtes nationales. La première chose, ce sont ce qu'on appelle les infrastructures de souveraineté. C'est-à-dire tout ce qui touche à la sécurité, la police, la gendarmerie, aussi l'administration centrale, les préfets, les gouverneurs, les différents bureaux administratifs qui représentent aussi la dignité de l'État. Vous savez, on a dit qu'il faut que l'État soit présent, mais l'État aussi a une forme physique, qui sont les grands bâtiments qui symbolisent la souveraineté de la nation. Mais à côté de cela, il y a les équipements collectifs, il y a les équipements sociaux, les écoles, les crèches, les maisons des jeunes, les centres culturels et religieux. Voilà un peu la nomenclature. Tout ça pour... des genres d'infrastructures qu'on a fait aussi bien à Boké et à Zéro-Corée. Un petit rappel du budget? Non, je ne connais pas les chiffres actuels, mon ami. Alors... Ça se trouve quelque part entre 300 et 400 milliards. Peut-être un peu moins que Mamou, il faut qu'on voit un peu. C'est parce qu'on a pris. C'est énormissime, voilà. Que Mamou. Alors l'autre question que nous avons envie de poser ce matin, c'est que le chef de l'État était-il attendu à Cancan ou alors c'était des rumeurs? Non, je pense que c'était simplement des rumeurs. Le chef de l'État n'avait vraiment pas rendez-vous ici à Cancan. Mais vous savez, les populations de Cancan espèrent la présence du professeur Alpha Condé. C'est leur leader qui est élu et en plus qui est en train de tenir tous ses engagements. Donc, c'est pour ça que les gens ont envie de le voir. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu des rumeurs qui ont enflammé toute la ville. Mais son gouvernement était là pour le représenter dignement. Voilà, docteur. Une forte délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, il y avait le nouveau ministre de l'administration des territoires qui est de Cancan, général Brema Koné. Il y avait le ministre de l'énergie, M. Silla, le ministre de Guinée de l'extérieur, le jeune Sceaux, qui est très familier avec la ville de Cancan. Et il y avait des parlementaires. Ben voilà, ça veut tout dire, docteur. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On comptait le ministre du budget. Et les Cancanais ont tenu à ce que le ministre du budget et le ministre des Finances soient là pour pouvoir faire les comptes. Alors, dernière question, docteur, sur la question de l'attribution des marchés, mais aussi du parachèvement des travaux, parce qu'on sait qu'à Boké, à Zéro-Corée et à Mamou, beaucoup de chantiers sont restés en chemin et il y a eu aussi beaucoup de frustration venant de petites entreprises qui ont cru savoir qu'elles ont été lésées dans l'attribution des marchés. Est-ce que du côté des Cancan, vous avez estimé que tout s'est bien passé, les marchés ont été attribués selon les normes du Code des marchés publics, mais est-ce que vous êtes rassuré aussi que les travaux seront conduits à terme et dans les délais? Même si on a oublié les femmes qui ont bien travaillé avant. Il y a beaucoup de questions qui se trouvent dans la question centrale qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait pour que les marchés soient bien exécutés? Et donc évidemment, nous on a pris leçon de ce qui s'est passé à Zéro-Corée, à Boké, à Mamou, pour que Cancan soit dans une perspective quelque chose de plus parfait. D'abord dans la sélection des entrepreneurs. Nous, en tant que ressortissants, comme moi je suis le président des ressortissants de la région de Cancan pour la fête nationale, nous n'intervenons pas dans les problèmes des marchés. Il y a des procédures très strictes de passation des marchés publics composées du ministère de l'économie et des finances, et de la décentralisation et autres. Donc les procédures sont suivies. Bien. Mais aussi on a tiré les leçons, c'est-à-dire que les meilleurs entrepreneurs de Mamou, de Zéro-Corée, de Boké, certainement ont été reconduits parce qu'ils se sont bien conduits. Les mauvais entrepreneurs ont été éliminés. Voilà. Et des critères stricts ont été mis en place pour que les entrepreneurs à qui l'on va confier des travaux soient des entreprises sérieuses qui peuvent exécuter ces travaux.
Ceci dit, il y a la CGP qui va faire le contrôle physique, il y a le gouvernement dans son ensemble, il y a nous, l'association des ressortissants de la région administrative de Kankan. Nous allons être très vigilants pour l'exécution de ces travaux qui vont être habitués. Ceci dit, ce n'est pas encore fait, on est au milieu du gué. Il y a eu juste un premier lot qui a été attribué. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de faire le dépouillement du second lot. On n'a pas encore commencé le troisième lot. Donc c'est un peu prématuré, mais je peux vous assurer que ça se passe très bien. Les techniciens ont appris la leçon, les responsables ont appris la leçon des précédents chantiers, et Kankan, ce sera la grande fête. Voilà, Dr Kaba. En tout cas, merci beaucoup, Dr Ousmane Kaba, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie, depuis Nabaya. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, sur Espace TV également aussi, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, continuez à réagir. Un petit bug ce matin, ce qui fait qu'on ne peut pas lire les SMS. Il y a un auditeur qui s'associe un petit peu à Roby, parce qu'il a donné le ton. Et lui, il témoigne ce matin, il s'appelle Aboubakar Kamara. Il nous a envoyé un mail, mon cher Ahmed Kamara. Il a été victime de ces policiers du côté de Kipé, c'est bien cela. Ahmed, vous avez le mail. Et effectivement, il se passe de l'arnaque, comme il a dit, pure et simple au niveau du terrain de Kipé. C'était dans les bandes de 20h. Lorsque j'étais de passage avec mon ami dans la voiture, curieux d'apprendre à conduire, je lui dis de faire un tour de terrain après avoir vu donc une Mercedes en train d'en faire autant. Soudain, c'est un 4x4 bac numéro 3 qui sort de nulle part pour nous appréhender, soi-disant que c'est formellement interdit d'apprendre à conduire sur cette piste. Nous leur avons dit qu'on l'ignorait, que nous sommes désolés. Résultat, nous avons été obligés de payer la somme de 60 000 francs guinéens. Après donc plus de 2 heures dans la forêt opposée sous une fraîcheur indescriptible, ces policiers n'ont rien affiché comme panneau signalétique interdisant l'apprentissage sur ce terrain. Et pire, ils font semblant d'apprendre à conduire eux-mêmes dans une Mercedes pour attirer leur proie, ce que je souhaiterais et qui donc c'est en substance c'est son coup de gueule ce matin. Et je pense que c'est pas sur un terrain vide. Pourquoi est-ce qu'on peut pas apprendre à conduire sur un terrain vide? Je sais pas pourquoi. Allez, nous repartons sur le terrain, mon cher Ruby. Nous avons monsieur Diawara en direct ce matin chez les GG. Bonjour monsieur Diawara. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. On s'intéresse à vous, on s'intéresse aussi à Anko 5, mon cher Djibril, là-dessus, parce que là, de ce côté, Rémou, il faut le rappeler, apparemment, les travailleurs se sont rébellés de ce côté parce qu'ils ne veulent plus leur syndicat. C'est bien cela. Ils veulent tout simplement se désaffilier de l'USTG, qui est pourtant le syndicat élu à la base d'Anko 5. Vous savez, tout est parti d'une visite d'une délégation de l'inspection générale du travail le mercredi dernier. Il est là, le monsieur. Alors, il est là. Oui. Alors, monsieur, dites-nous simplement qu'est-ce qui est à l'origine de cette bisbille, de cette brouille entre les travailleurs de l'entreprise Anko 5 et les syndicalistes de l'USTG. Merci beaucoup. Un rectificatif, j'ai entendu parler de Sofig. C'est pas la Sofig. La Sofig est une société. Sifog. Nous sommes Sifog. Sifog, bien sûr, Sifog. Voilà. Mais là, pour revenir à la question, les travailleurs se sont déjà désaffiliés. Ça c'est fait, c'est pas en voie, c'est déjà fait. Et ils se sont affiliés à Sifog. Ça c'est de pratique dans le monde du travail. Le code du travail est clair. La liberté est telle que le travailleur peut adhérer au syndicat de son choix, tout comme il est libre de le quitter quand il le désire. Alors, les dessous, M. Diawara, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Quels sont les Qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans? Ce qui se passe, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y avait un syndicat dont les représentants étaient de l'USTG, mais qui sont en conflit aujourd'hui avec la direction. Ils sont devant la justice. Ils sont accusés de vol, de l'outil du travail. Donc, cela fait qu'ils ne sont plus actifs. Donc, il n'y a pas de M. Diawara, mais la question, aujourd'hui, le mandat des syndicats élus
à la base de l'USTG n'est pas expiré et ce mandat court jusqu'en décembre 2015. Dites-nous, est-ce qu'il est possible de se désaffilier maintenant de ces syndicats? Monsieur... Mais il n'y a pas de syndicat en COSINC. Monsieur, bien sûr. L'affiliation n'est pas liée au mandat des délégués syndicaux. Ouais. Ça, c'est un. De deux, un délégué syndical, celui-là qui est en action dans l'entreprise et qui est chargé de défendre les travailleurs. Mais une fois qu'on est en dehors de l'entreprise, on perd cette qualité. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de délégués syndicaux. Voilà. Au niveau des Anco-5. Merci beaucoup en tout cas, M. Diawara, d'être intervenu dans cette émission ce matin. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Apparemment, ça t'énerve, Moussa Moïsi, là. Hein, voilà, à dire oui, next. Oui, en fait, pas que lui. Merci, monsieur Silla. Monsieur Silla. Voilà. Monsieur Silla, merci beaucoup. Oui. Donc, par rapport à ce qui vient de se passer. Bien sûr, par rapport à M. Diawara. Merci. Ouais. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas la peine de parler d'un tel sujet parce que, non, c'est mon point de vue que je donne. Écoutez, s'il vous plaît, au niveau de l'entreprise Anco-5, tout le monde sait ce qui se passe. Au-delà... Nous, on ne sait pas. Vous ne savez pas. Oui, très bien, allez-y vous. Non, l'entreprise Anco-5 a le droit de se doter d'avoir une unité syndicale avec tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui a causé tout cela? Quand on a d'abord, dans cette émission, dans une de nos précédentes émissions, on a parlé du vol d'outils au niveau des Anco-5. Énormément de bisbilles. La direction n'arrive pas à trouver la solution à cela. L'inspection générale du travail également qui s'y mêle, mais avec une certaine légèreté. Je pense que c'est un problème entier. On ne peut pas résoudre ça ici. Il y a un travail de fond à faire au niveau d'Anco-5. L'entreprise aujourd'hui coule petit à petit. Si rien n'est fait, elle risque de disparaître. Ouais, mais ce qui est important, d'abord, il faut poser les principes. C'est que le Code du travail guinéen prévoit que lorsqu'une entreprise a plus de 25 salariés, que cette entreprise a l'obligation de se doter de délégués syndicaux. Mais il y a en même temps dans ce Code du travail la liberté syndicale qui est consacrée. Est-ce qu'un travailleur a la liberté de s'affilier à un syndicat de son choix? Aujourd'hui, si les travailleurs de l'entreprise Anco-5 ne veulent plus des syndicats élus de l'USTG, ils sont dans leur... Donc il n'y a pas de contrat en fait. Il y a pas de contrat. Parce que comme vous dites dans le lancement qu'ils sont affiliés jusqu'en 2015. Enfin, oui, mais non, attention. En décembre 2015. Ça c'est l'élection au niveau de l'USTG. D'accord. Et l'affiliation au niveau... l'affiliation n'est pas forcément liée au mandat. Ça, c'est l'élection au niveau de l'USTG, c'est-à-dire la centrale de l'USTG. Vous savez, il y a 8 centrales syndicales en Guinée, parmi lesquelles il y a l'USTG. Allez-y, Abaka Diallo. Je pense que pour parler de mandat, un mandat qui courrait jusqu'en décembre 2015, il faut bien qu'il y ait un bureau syndical à l'interne du côté d'Anco-5. Mais aujourd'hui, le constat est qu'il n'en existe pas. Ouais. Les éléments qui composaient ce bureau syndical, soit ils ont quitté l'entreprise ou d'autres ont des démêlés avec la justice. Ouais. Donc aujourd'hui, il est important que l'inspection générale tranche dans le vif, qu'elle contribue à permettre aux travailleurs de l'entreprise Anco-5 de constituer une délégation syndicale qui, après, a le plein droit de s'affilier à cette centrale syndicale qu'on appelle le CIFOG. Donc, c'est leur plein droit de se désaffilier par le fait que l'USTG, à leurs yeux, n'a jamais contribué à faire promouvoir leurs droits matériaux et immatériaux. Donc c'est important, c'est de leur plein droit de pouvoir s'affilier à cette centrale syndicale qu'on appelle le CIFOC, qu'on ne nous parle pas de mandat pour un bureau syndical qui n'existe pas. Voilà, pour l'instant on n'arrive pas à joindre Adia Mariga, qui refuse carrément de parler, inspectrice du travail donc du côté de Ratoma. Allez-y. Peut-être qu'elle a toutes les raisons de ne pas parler parce que les travailleurs de l'entreprise Anco-5 se sont plaints de l'attitude de l'inspectrice générale adjointe du travail qui s'était rendue mercredi dernier dans les locaux de l'entreprise pour une visite à consonance technique, nous dit-on. Mais les travailleurs ont voulu profiter de la situation pour conférer avec elle sur leurs revendications.
Mais la dame, Madame Favre en l'occurrence, n'aurait pas daigné les écouter. Ce qui a vraiment mis les esprits à vif et ce qui a en quelque sorte radicalisé les positions de ces travailleurs qui semblent plus que jamais résolus à se séparer de l'USDG. Ok. Ah, pour une fois, hein. Allez-y, mon cher. Moi, je souhaiterais qu'on parle. Non, Roby, laisse pas dire ceci. Il faut. Non, mais je me pose une question simple. Non, il vient pas. Je me pose une question simple. Allez-y. Je me pose une question simple. Pourquoi est-ce que l'on babine et que l'on potine sur un tel sujet? Non. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Ce sont des travailleurs qui ont besoin d'un syndicat, qui attachent leur intelligence. Pourquoi ne pas aller se chercher un syndicat qui leur dit que vous n'en avez pas droit? Faut-il pour autant venir sur une antenne de radio? On est habitué à de la propagande. Ça, c'est un sujet de tous les jours, de la plus grande banalité. Allez-y, monsieur. Il faut y aller simplement faire d'autres choses. Mettre un syndicat en place et tout, c'est un problème interne. Je veux dire, Djibril a parlé du cadre légal. Moi, je souhaiterais plus qu'on parle de salaire et tout. Moussa Moïse soulevait la question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes du côté de Anco 5. On n'en parle pas. La société est en train de couler à l'eau, on n'en parle pas, on vient nous parler de syndicats. Les travailleurs sont très maltraités, on n'en parle pas, on vient nous parler de syndicats. Je veux dire, le syndicat résout certainement tous ces problèmes-là, mais la mise en place d'un syndicat relève de l'interne. Je voudrais qu'on parle parmi les droits. Je voudrais qu'on parle il y a le salaire, mais il y a aussi la possibilité qui est offerte aux travailleurs d'avoir un syndicat, d'avoir une représentation syndicale à l'interne. Merci beaucoup les GG, on va se retrouver demain pour un autre numéro. Monsieur, passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.